Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, édition spéciale, attention, gros titre, parce que au moment où cette vidéo va sortir, le vendredi, ça va être seulement 2 jours avant la Saint-Valentin. Donc nous, on va reprendre cette célébration de l'amour, mais y ajouter notre petite dose de sanglant, de macabre qu'on aime tant. Et on va parler de 5 couples qui ont véritablement fait tout par amour jusqu'à tuer. Alors, petite mention, on ne va pas parler de Bonnie and Clyde, parce que bon, ils sont quand même archi connus. Et petite mention également, petite promo, si vous voulez voir un autre couple de tueurs en série un peu plus dans le détail, on avait fait déjà une vidéo sur Charlène et Gérard Gallego, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et également pour l'occasion, j'avais pris une sucette, voilà, pour faire une petite déco sympa. Seulement, elle s'est cassée, mais je trouve qu'au final, ça rend encore mieux parce que, voilà, les couples au début sont comme... Oula, métaphore un peu bizarre que je m'apprête à faire. Bref, l'amour au début est comme ça, et puis il suffit d'un meurtre pour... Ouais, non, franchement, c'est pas ouf. Mais bon, vous avez compris l'idée de la métaphore. Et sinon, bien entendu, ce n'est absolument pas une liste exhaustive. Il y en a plein d'autres. Là, on va regarder juste 5 pour faire un petit top assez facile à regarder. Mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et vous avez peut-être vu cette petite déco ici, c'est mes potes Fanny et Morgane, donc un grand merci à vous qui m'ont offert ça pour notre petite catchphrase spéciale Crime et Châtiment. C'est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. My gun was under the seat. Notre premier couple, il s'agit de Charles Starkweather et de Caril Ann Fugate. On est en 1956 et quand ils se rencontrent, Charles a 18 ans et Caril en a 13. Et tout de suite, c'est le véritable coup de foudre. Vous savez, vraiment le coup de foudre adolescent, on va dire. On ne les arrête plus et ils ont un peu du mal à contrôler tout leur amour passionnel parce que, par exemple, une fois quand Charles veut acheter une peluche pour Caril dans une station-service à crédit et que le vendeur lui refuse, il décide de le tuer d'un coup de fusil. Simple, net, précis. Le 21 janvier 1958, Charles se rend dans la maison de Caril, qui est un peu une maison assez délabrée quand même, et Caril n'est pas là. Et du coup, vraiment, mais par rage, il décide de tuer sa mère, son beau-père, qui était pas trop chaud quand même pour la relation entre les deux et sur la mauvaise influence que pouvait apporter Charles à Caril. Et puis, quand Caril arrive enfin pour le clou du spectacle, il décide d'étrangler, de matraquer à mort et de poignarder sa petite sœur de 2 ans sans que Caril ne bronche. Donc il cache les corps un peu partout dans la maison et décide de s'enfuir, et lors de leur petite lune de miel improvisée, ils vont tuer 11 personnes et 2 chiens, c'est très important, à coups de fusil. Et donc ça peut être des amis qui les ont hébergés ou des adolescents qui les ont aidés à pousser leur voiture quand elle était embourbée. Bref, la liste commence vraiment à s'allonger et Caril prend vraiment part aux hostilités, c'est-à-dire que c'est souvent elle qui va donner le coup de grâce, achever complètement ses victimes. Et Charles dit même à son propos que c'est la personne à la gâchette la plus facile qu'il ait jamais rencontrée. Forcément, vu qu'ils font pas mal de victimes et pas mal de dégâts, la police est sur leur trace et toute cette petite cavalcade va s'arrêter à Douglas après une énième course-poursuite et une énième dispute avec un automobiliste. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Charles a été blessé lors de cette altercation et à la vue du sang, il s'est rendu mais tout de suite, directement en fait. Et au début, en pro-chevalier blanc, il va essayer de protéger Caril en disant qu'il l'a pris en otage, qu'elle était là contre son gré, mais il commence quand même à se perdre dans ses déclarations, donc où on ne le croit plus vraiment. Et Caril, elle reste quand même sur cette version-là des faits en disant qu'elle était prise en otage et que Charles la menaçait de tuer sa famille si elle n'obéissait pas, en disant qu'elle ne savait pas que sa famille était morte. Mais bien entendu, le juge ne le croit absolument pas et elle va être condamnée à perpétuité, tandis que Charles va être condamné à la mise à mort sur la chaise électrique pour un seul meurtre. Et forcément, ça a inspiré beaucoup de films et beaucoup de pop culture. Stephen King a dit avoir été inspiré par eux pour notamment son livre Le Fléau, mais ça a également inspiré le cinéma, notamment dans La Balade sauvage, Tueur né
et Fantôme contre Fantôme pour ne citer vraiment que. Le deuxième couple, il s'agit de Gwendolyn Graham et de Catherine May Wood. Donc on est dans le Michigan, dans la maison de retraite du Alpine Manors et ce sont du coup deux aides-soignantes et je ne suis pas sûre que la maison de retraite ce soit le meilleur endroit, l'endroit idéal pour s'adonner à des jeux sexuels, mais en tout cas elles vont s'en donner à cœur joie. En 1987, elles vont faire leur première victime, une femme atteinte d'Alzheimer que Gwendolyn va étouffer avec un gant pendant que Catherine fait le guet et sûrement follement excitée par la vue du cadavre ou par je ne sais quel jeu sexuel qu'elle s'était adonné à l'époque, elles vont décider de faire leurs ébats littéralement juste à côté du lit de la défunte. Et en fait, sur le coup, vu que la mort de cette femme semblait naturelle, il n'y a pas eu d'autopsie et pour l'une comme pour l'autre, elles pensaient justement que ce terrible secret allait solidifier leur couple et les rendre encore plus loyales l'une envers l'autre. Les mois suivants, elles vont faire 4 autres victimes entre 65 et 97 ans. C'est toutes là encore des victimes atteintes d'Alzheimer. Et au début, elles voulaient choisir leurs victimes selon leurs initiales pour pouvoir épeler le mot murder, meurtre du coup. Mais au bout d'un moment, bon, il n'y a pas non plus 40 000 initiales, 40 000 possibilités dans leur maison de retraite. Du coup, elles ont décidé de compter chaque meurtre comme un jour, comme le poème « Je t'aimerai toujours et un jour », puisque ce poème finit par « Et vous serez mien pour toujours et 5 jours ». Alors très clairement, on le voit assez bien dès le début, Gwendolyn c'est clairement celle qui a la main dominante en fait dans cette relation, tant d'un point de vue sexuel, physique, mental, peu importe, et en fait leur relation va un peu s'arrêter puisque Gwendolyn va la quitter pour sortir avec une autre aide-soignante. Un an plus tard, soit en 1988, l'ex-mari de Catherine, à qui elle avait raconté toutes ses aventures, se rend à la police pour dire un petit peu tout ce qu'il se passe et forcément elles ont été convoquées, forcément là encore elles vont donner des versions de l'histoire complètement différentes. Pour Catherine, ça va être vraiment Gwendolyn le cerveau de toute cette opération parce que elle ne faisait que le guet, elle n'a jamais levé la main sur n'importe quelle victime. Au final, Gwendolyn a été condamnée à 5 peines de perpétuité pour chaque vie qu'elle a pris et Catherine, puisqu'on parle de second degré aux États-Unis, a été condamnée pour meurtre et préméditation au second degré et donc a écopé de 40 ans de prison. Seulement, plot twist, parce que les experts se sont repenchés sur la question et se sont rendus compte que Gwendolyn en fait souffrait d'un trouble de la personnalité limite, qu'elle n'avait pas la sophistication nécessaire pour planifier autant de meurtres et qu'elle était facilement manipulable. Et donc là, il y a 2 solutions. Soit Catherine a inventé complètement toute cette histoire puisqu'il n'y a pas eu forcément d'autopsie pour se venger de Catherine sur le fait qu'elle soit partie avec une sage-femme, qu'elle ait quitté, etc., etc. Soit les meurtres ont bel et bien eu lieu, mais ils ont fait une sorte de changement de rôle pour que Gwendolyn soit vraiment accusée et pour que Catherine puisse se venger de son infidélité. On en parle dans la saison 6 de American Horror Story. Ça a également fait l'objet d'un livre, Forever and 5 Days, en référence à ce poème et bien entendu pas mal de podcasts en ont également parlé. Le troisième couple, il s'agit de Ian Brady et de Myra Hindley, ou les meurtriers de la lande. Ceux-là, ils sont quand même un petit peu plus connus. En fait, on est en Angleterre, dans le Manchester, et entre 1963 et 1965, un mystérieux couple assassine 5 enfants entre 10 et 17 ans. Alors, ils se sont connus en 1961, ils avaient 23 et 19 ans, et Myra tombe in love de Ian, mais vraiment. En fait, Ian, c'est un mec très violent, qui est fan de la torture et qui est fan des idées nazies. Et en fait, étant donné que Myra, elle a grandi dans un foyer où ses 2 parents étaient alcooliques et violents, forcément la violence c'est tout ce qu'elle a connu et du coup elle va littéralement tomber sous le charme de Ian qui, lui, vraiment son obsession ça va être de créer le meurtre parfait. Tiens, ça me dit quelque chose. Bref. Et du coup, Ian va l'initier au nazisme, va l'initier à toutes ces théories et aux techniques de torture. Et pour d'ailleurs adopter un petit peu le profil parfait arien, Myra va du coup se teindre les cheveux en blond platine. Le premier meurtre, il est en 1963, il s'agit en vérité d'une amie de la famille qui a 12 ans. Ian la viole et on se rend compte un petit peu au départ qu'il est un peu encore brouillon dans ses techniques parce que un petit peu par excitation ou que sais-je, il la décapite quasi à moitié.
Et en fait, leur mode opératoire, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'ils vont attirer des enfants dans leur camionnette, soit en leur promettant de l'alcool, ou alors souvent pour les demander à les aider à chercher un gant qu'ils ont perdu dans la lande. Donc ils se dirigent vers la lande dans Saddleworth Moor. Et là, Ian va emmener l'enfant avec lui, va le violer pendant que Mira reste dans la camionnette, va égorger l'enfant, parfois l'étrangler pour bonne mesure. Une fois sa petite besogne faite, il va retourner dans la camionnette, prendre une pelle, creuser leur tombe, et en fait c'est pour ça qu'on les appelle du coup les meurtriers de la lande, parce que dans Saddleworth Moor il va y avoir littéralement un cimetière vivant, sachant que seulement 4 corps vont être retrouvés. Comble du romantisme ou non, je suis pas sûre que votre chéri accepte vraiment cette proposition là. Ils décident, pour pimenter un petit peu leur relation sexuelle et leur vie de couple, de faire l'amour sur la bande son des dernières minutes de vie de leur victime. Apparemment ça les excite quand même pas mal, Père Clément. Forcément, ça va finir rapidement puisque la sœur et le beau-frère de Mira vont les dénoncer à la police. Ian, lui, va être arrêté en 1965 quand la police va découvrir un corps dans sa maison pendant qu'ils étaient un petit peu en train de l'interroger. Et Mira, sa femme, du coup, ne va pas tarder à suivre. Ian, il a été condamné à l'emprisonnement en perpétuité pour 3 de ses meurtres. Il a été déclaré psychopathe, à juste titre, du coup. Et il est interné dans un hôpital psychiatrique où, en fait, il refuse absolument d'être libéré et qu'il demande en plus régulièrement à mourir. Et d'ailleurs, il est mort en 2017, un chouïa avant ses 80 ans. Pour Mira, ou la femme la plus diabolique de Grande-Bretagne, elle a été condamnée à perpétuité pour 2 des meurtres, et même si elle demandait souvent des libérations conditionnelles parce que c'était une nouvelle personne, qu'elle avait changé, etc., ça a toujours été des échecs. Elle n'est jamais sortie et elle est morte en 2002. Concernant la pop culture, forcément ça a inspiré des films. Il y a See No Evil, The More Murders et Longford. Le 4e couple qui répond au doux surnom de Ken et Barbie sanguinaire, il s'agit de Paul Bernardo et de Carla Homolka, qui là encore sont dans la même veine des couples complètement dérangés. En fait, Paul au début c'est un garçon super sympa, très gentil, très bon garçon, toutes les mères rêvent de l'avoir, etc. Seulement, à ses 16 ans, sa famille complètement dérangée et très très violente commence à déteindre sur lui quand même, et il pète les plombs. Il va commencer à violer assez rapidement, même d'ailleurs quelques mois avec sa rencontre avec Carla. Et en parlant de rencontres, les deux vont se rencontrer à Toronto par le biais de 2 amis, et le coup de foudre il est tel qu'ils décident de coucher ensemble le soir même, alors même qu'il y a encore leurs amis dans la pièce complètement gênés. Et donc ils vont se marier quelques mois plus tard en 1990, et Paul quand même il est relativement énervé que Carla au moment de la rencontre elle était pas vierge. Donc pour qu'elle se fasse pardonner, il lui demande d'organiser le viol de sa petite sœur Tammy qui a 15 ans. Carla, elle est pas trop phasée par la demande de son mari, donc elle est complètement ok. Elle drogue sa petite sœur de 15 ans, seulement elle s'étouffe, elle vomit et elle s'étouffe dans son vomi et du coup va finir par mourir avant même que Paul n'ait pu faire sa petite besogne, on va dire. Et ils vont absolument pas être soupçonnés pour ce cas-là, et ça va du coup conforter Paul dans sa surpuissance, dans sa toute puissance et dans son envie de plus en plus de violer des filles vierges. Vu qu'il a pas réussi à dépuceler Tammy, Paul est super énervé et il veut un petit peu qu'on recommence, et du coup Carla va lui trouver une autre fille qui ressemble un petit peu quand même à Tammy. Il s'agit de Jane qui a également 15 ans, donc il l'invite chez eux, là encore la drogue, la déshabille, et ils vont se filmer tour à tour en train de la caresser, de la violer, de la sodomiser, etc. etc. Et quand le lendemain matin Jane se réveille avec des courbatures horribles, des douleurs horribles, la nausée, etc., ils vont simplement lui dire t'en fais pas, t'es sûrement malade, ça va passer, et ils vont la renvoyer chez elle. Ils vont faire 2 autres victimes qui vont là encore violer, torturer. Va y en avoir une qui va être retrouvée démembrée dans des blocs de ciment, l'autre qui va être complètement mutilée, qu'on va retrouver dans une décharge à ordures. Et même si la police s'intéresse de plus en plus à ce mystérieux violeur qui terrorise la population,
Pour l'instant, Paul est un petit peu à l'abri, sauf que en 1993, il a un peu la main super lourde et il va frapper Carla qui, par la force des coups, va devoir être admise en urgence à l'hôpital. Et quand il voit leur fille, ses parents lui demandent d'arrêter tout ça, de quitter Paul et de porter plainte contre lui. Paul, il va être arrêté et condamné pour 43 viols et agressions sexuelles. C'est énorme, et en fait il va être considéré comme un criminel dangereux, c'est-à-dire que dans la prison il va être éloigné des autres détenus pour sa sécurité, pour la sécurité des autres, et il va être filmé 24 heures sur 24 sans aucune intimité. Et Carla, elle va faire un accord avec le procureur qui d'ailleurs va être assez controversé à l'époque pour n'écoper que de 12 ans de prison et pour pouvoir refaire sa vie après, et d'ailleurs elle a changé de nom et elle s'est remariée. Ça a inspiré du coup le film Perverse Carla en 2006, et Carla justement, il est dit qu'elle aurait inspiré par sa beauté, par sa cruauté ou que sais-je, l'autre tueur non moins connu, Luca Rocco Magnotta, qui sévissait également à Montréal. Et notre cinquième couple, on finit par des Français, Michel Fourniret et Monique Olivier, qui ont sévi en France et en Belgique. On les connaît plus sous le nom de l'ogre des Ardennes, le tueur des Ardennes, le violeur des Ardennes, que sais-je encore, et qui ont fait pas moins de 11 victimes. Pour l'instant, 11, c'est vraiment le chiffre officiel. Alors Monique, elle, c'est une femme divorcée qui vit un petit peu loin de ses enfants, et vous savez, ça existe les programmes de correspondance avec les prisonniers. Elle va en faire partie, et elle va commencer à parler avec Michel, qui lui est déjà en prison pour diverses agressions sexuelles, et donc il papote plutôt pas mal, il se rapproche vraiment beaucoup, et Michel va lui confier sa passion, son obsession pour la virginité, et en fait il va décider un petit peu de passer à un stade supérieur avec toutes les agressions qu'il a déjà faites, et de conclure avec Monique un pacte, de dire que lui, il va s'occuper à sa sortie de prison de tous les amants qu'elle a eus par le passé. En échange, elle veut lui trouver des filles vierges pour son bon petit plaisir. Ils vont se retrouver en 1987, et c'est à ce moment-là que la terreur va commencer. Le mode opératoire, ça va être quasiment toujours le même. Monique est en voiture, va demander à deux jeunes écolières de monter et de l'aider à trouver sa direction. Forcément, elles acceptent par bonté de cœur. Et quelques kilomètres plus loin, oh bah tiens, par hasard, il y a un automobiliste en panne sur la route. Venons l'aider. En réalité, c'est Michel qui va les violer, les torturer, les étrangler, les tuer. Ou parfois l'autre mode opératoire, c'est qu'il trouvait une victime sur le parking généralement d'un supermarché et leur demandait s'ils pouvaient l'accompagner à l'hôpital, parce que Monique, à ce moment-là, qui était enceinte, faisait mine de faire un malaise, et bah forcément les jeunes femmes tombaient dans le panneau. Alors beaucoup de ces victimes en fait ont été attribuées à d'autres tueurs en série qui sévissaient à ce moment-là, notamment Émile Louis et Marc Dutroux, et en fait il a été un peu dans une sorte de zone d'impunité pendant assez longtemps, parce que ces meurtres en fait étaient dans des régions différentes, dans des endroits différents, parce que ces modes opératoires changeaient à chaque fois, du coup on pouvait pas trop relier les meurtres entre eux, et ensuite parce que le profil des victimes changeait souvent, c'était soit des écolières, soit des jeunes femmes, bref, il n'y avait pas vraiment de lien entre elles. Du coup, pendant très longtemps, toute cette confusion lui a permis du coup de faire toutes ces petites besognes et de tuer encore plus. En 2003, une victime s'échappe et va tout dénoncer à la police. Forcément, Monique, elle, va dire qu'elle était sous l'emprise de Michel, etc., etc. Mais les deux vont être condamnés à perpétuité, et ils vont même d'ailleurs divorcer par consentement mutuel en 2010, et j'ai trouvé ça plutôt drôle comme information. On en a beaucoup parlé dernièrement, et d'ailleurs peut-être que vous les connaissez justement à cause de ça, parce qu'en mars 2020, Michel a enfin avoué le meurtre de Estelle Mouzin, 17 ans après sa disparition, et ça va conclure une enquête super longue, pleine de rebondissements. Et concernant la pop culture, TF1 a préparé un téléfilm qui s'appelle La Traque, mais étant donné que beaucoup se sont opposés à sa diffusion, je ne sais pas trop encore ce que ça va donner, donc mystère. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Dites-moi le couple que vous
préférés entre gros guillemets parmi ces 5 là. J'espère que vous n'allez pas du tout prendre exemple sur eux, hein. Non, 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 restez au chocolat, aux fleurs, au film, je ne sais pas, au date plutôt mignon pour prouver votre amour, c'est beaucoup plus simple. Et du coup voilà, si vous connaissez d'autres des couples tueurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être qu'on fera une deuxième vidéo sur ça. Et puis bonne Saint-Valentin et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!